Bonjour à tous, mes chers élèves. J'espère que vous allez très bien. Et j'espère aussi que votre confinement chez vous se passe très bien ici, que ça ne soit pas très dur et que surtout que vous êtes en bonne santé et vos proches aussi. Bon, aujourd'hui, je vais vous présenter cette cours enregistré de notre neuvième séance, laquelle est intitulée Mobilisation nationale, impact international. C'est-à-dire que dans cette séance, on va parler plus particulièrement sur le printemps arabe. C'est c'est un des exemples les plus récents d'un ensemble de mobilisations, des manifestations massives qui ont en eux des effets au niveau international. Mais il faut toujours savoir que ces manifestations ne sont pas tout à fait des manifestations qui se sont produites à partir d'un effet domino. Parce qu'on ne parle pas d'une structure euh, et d'une structure consolidée pour dire qu'on va parler d'un effet domino. Je dis ça par exemple par rapport à, par exemple, au moment de parler d'une structure consolidée. Par exemple, je peux parler, par exemple, de l'Union soviétique, qui était déjà une structure consolidée et qu'au moment de la chute de ce système, l'effet était instantané. Donc, quand on parle d'un effet domino, c'est toujours quand il existe une structure déjà établie. Mais par contre, ici, dans cet ensemble de manifestations, il n'existait pas cette structure, mais on voit qu'il existait une sorte d'empathie, de, 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 de s'identifier, la population s'identifiait à ce qui passait ailleurs. Donc, il existait une sorte de solidarité par rapport à la culture arabe. C'est-à-dire qu'il existait un élément culturel auquel, face auquel la population réagit. Parce qu'il existait les gens s'identifient avec un mouvement qui n'est pas tout à fait national, et qu'au contraire, c'est un mouvement qui, qui est plutôt, on pourrait dire, culturel. Donc, on parle d'une sorte d'un pan-arabisme, c'est-à-dire toute la culture arabe va se manifester au même temps. Mais Mais la manière de laquelle ils vont se manifester, ça s'est déroulé en différents degrés, avec de différents effets, et des effets avec beaucoup de succès, avec d'autres effets qui ne sont pas très, très, et comment dire, et, et bons, des bons effets, comme par exemple, on va parler de la Syrie, où il y avait c'est commencé le mouvement pour faire un changement de régime, et que finalement, ça finit par une guerre civile avec beaucoup de morts, et ça continue jusqu'à aujourd'hui, hein. Donc, on voit ici qu'il y a d'autres intérêts, il y a d'autres pays qui, qui participent dans ce pays, la Syrie, comme par exemple l'Europe, les États-Unis, et aussi la Russie plus particulièrement. Donc, il y a d'autres acteurs, donc ce n'est pas un territoire autonome où la population puisse prendre ou faire valoir le droit de souveraineté. Donc, le printemps arabe, c'est un mouvement qui est commencé à la fin de l'année 2010 et puis ça a continué dans différentes manifestations qui se sont déroulées pas au même temps, sino que de manière paulatine et simultanée.
Donc, ça perdurait à peu près jusqu'à 2012, mais il existe un élément de continuité. Par exemple, je parle des manifestations du Liban, où l'année dernière, il y a eu pas mal de manifestations. Il existait un compromis de la part des autorités de ce pays qui ne sont pas aboutis. Et finalement, bon, les manifestations commencent commencent à apparaître encore une fois. Et donc, il y a un processus qui n'est pas tout à fait terminé pour tous les pays. Par contre, par exemple, si on parle de la Tunisie, on voit que c'est un pays qui a commencé ce mouvement, et- mais que heureusement, ils sont arrivés à la proposition d'une nouvelle constitution et euh, pour elle, ils ont obtenu aussi la chute du régime qui pendant beaucoup de temps, a gouverné ce pays. Mais pourquoi on parle d'un printemps? Qu'est-ce que c'est un printemps? Il faut toujours d'abord discuter ça. Le printemps, c'est un concept historique. C'est pour ça que c'est réutilise avec d'une, en faisant l'utilisation de la mémoire historique euh, pour faire référence à ce mouvement arabe. Mais le printemps, c'est une manière de faire référence à un ensemble de manifestations qui se sont produites en Europe à la moitié du 19e siècle. Et cet ensemble de mouvements se sont produits à la fin de cette année, au début de la saison de printemps. Donc, et cet ensemble de manifestations qui ont commencé particulièrement à Paris et qui ont, eux, en effet, dans toute l'Europe centrale et aussi dans la partie de l'Italie. Mais les effets étaient et se sont étendus dans cette région géographique. Donc, on voit que le concept vient d'une dénomination historiographique sur ces révolutions. Bon, la plus importante, c'est celle de 1848, mais il y avait d'autres manifestations qu'on peut parler que c'était de la révolution en 1820, en 1830. Et tous ces trois faits historiques se sont appelés le printemps du peuple. Donc, cette conception ou cette concept historiographique de le printemps du peuple a été réutilisé pour faire référence au printemps arabe. Et cet ensemble de manifestations, c'était la révolution libérale et nationaliste aussi, et menée par des organisations ouvrières qui s'opposaient à l'Europe de la Restauration juste après du congrès de Vienne, et qui se sont initiées en France et elles se sont étendues dans toute l'Europe centrale. Donc, après le congrès de Vienne, et et après l'application du principe de la légitimité dynastique, les monarchies absolues ont été restaurées dans le territoire où les guerres napoléoniennes avaient été installées et des États libéraux. Donc, cet rétablissement de l'ancien régime et dans une période de changement socio-économique, c'est plutôt la révolution industrielle, la révolution bourgeoise et le développement aussi du capitalisme au domaine de l'industrie, au domaine financier. Et il n'y avait pas une correspondance directe en termes de l'évolution historique et aussi avec l'émergence d'une opinion publique et plus en plus engagée
et qui s'identifiait avec les valeurs de la société industrielle urbaine et dans laquelle les classes moyennes, les professionnels libéraux et les étudiants universitaires avaient un poids décisif. Et cette manifestation, ce mouvement, ça montrait favorable aux mouvements libéraux nationalistes. Donc, les puissances absolutistes, comme par exemple l'Autriche, la Prussie, la Russie, euh, ils ont réussi par le biais de cette, on pourrait dire que c'était une organisation internationale, c'était la, la Centre Alliance euh, et la convocatoire des congrès pour contrôler cette manifestation de caractère révolutionnaire. Donc, on peut voir que le printemps du peuple, comme, on peut voir que le printemps du peuple comme d'une conséquence directe de ces congrès de Vienne pour le rétablissement de l'ancien régime. Et donc, le même corps de Napoléon Bonaparte furent tentés d'agrandir le territoire des empires en détriment des aspirations nationales de l'époque. La volonté donc d'endaguer ces aspirations est consacrée par le traité qui a instauré la Sainte Alliance, bien que cette alliance n'a pas été signée par le Royaume-Uni en 1815. Euh, et comme bon, ce projet de restaurer l'ancien régime n'a pas été très bien accepté pour la population de l'Europe. Il y a bon, des facteurs aussi, des résultats qu'il faut considérer pour le développement de cette manifestation massive au niveau continental. C'est tout d'abord, bon, la technologie va toujours contribuer à de- mobiliser des personnes, et quand on mobilise des personnes aussi, on mobilise des idées. Donc, la présence, le développement du chemin de fer et aussi de nouvelles technologies comme à cette époque, c'était le télégraphe, on était des éléments déterminants pour le déclenchement de cette mobilisation. Et une autre, par exemple, un effet de ces mobilisations a été bon que ces mouvements ont été fortement réprimés et, ces mouvements où l'État politique, l'État politique qui caractérisait ces pays ont été reconduits à des systèmes politiques conservateurs. Et, mais en effet, de ce fait historique a été bon que finalement les empires qui existaient à cette époque et les royaumes, ils se sont rendus compte qu'il existait une impossibilité de conserver l'ancien régime sans aucun changement. Donc, il y avait une acceptation de l'évolution de la société. Donc, ça montrait qu'il existait une nécessité impérieuse de faire des changements structurels au niveau politique et au niveau social. Parce qu'on voit que la population commence à se former, commence à s'instruire et commence aussi à se manifester. On voit c'était la période de la deuxième moitié du 19e siècle correspond à l'époque où la population commence à participer dans le suffrage électoral. Et la notion de peuple commence à s'élargir aussi. Et ça veut dire que cette notion de peuple ou dans ce qu'on connaît comme le suffrage censitaire commence à changer, commence à s'élargir. Tout, tout d'abord pour l'acceptation, plus particulièrement ici en France en 1848, pour le suffrage universel masculin. Et ça a obligé au pays et aussi à la population elle-même à s'instruire, à se former pour savoir comment participer à la vie politique. Ici, j'ai mis une petite carte qui montre, par exemple,
montre les principaux centres de mobilisation révolutionnaire, les abdications des monarques et les mouvements des manifestants ou des gens qui se mobilisaient pour stimuler et soutenir la mobilisation dans d'autres régions de l'Europe et des conflits des nationalités. Et aussi, ici, ici on trouve les limites des territoires, les petits États germans, les petits États de la Germanie ou de l'Allemagne. Donc ici, on voit que les manifestations ont eu un caractère continental dans plusieurs régions du continent, et ça montre qu'il existe une concaténation de ces mouvements et qui nous permet de dire qu'on parle d'un mouvement qui a un caractère international. Et donc, ce fait historique du 19e siècle est pris en considération pour aujourd'hui interpréter ce qui s'est passé dans le Maghreb et avec le printemps arabe. Il faut toujours aussi ajouter à ce fait historique que les changements économiques, l'évolution du capitalisme et à partir de la révolution industrielle a conformé aussi le développement d'une classe prolétaire qui a pris conscience de lui-même pour dire que cette conscience de classe a permis d'obtenir la notion pour mesurer l'importance qui a cette classe au niveau de la production. Et cette conscience n'est pas issue de l'air, sinon qu'on peut dire que la contribution qui a fait Karl Marx a été très, très importante parce que le manifeste communiste de cet auteur a été apparu en 1848, juste au moment de cette fait historique. Donc, la conformation du prolétariat, de la classe prolétaire avec la conscience des classes qui manifeste cette conscience de l'importance qu'il y a pour la production capitaliste a été déterminant pour comprendre les nouveaux étapes ou la nouvelle ère à laquelle la population européenne était en train de vivre. Bon, j'avance. Ici, je vais vous montrer cette autre carte que j'ai obtenue depuis le courrier international. C'était, je crois que vous connaissez bien ce journal, mais c'est le journal de l'année 2011, où j'ai pu obtenir cette carte, et je la trouvais très, très intéressante. Bon, la source de cette carte vient du Economist, le Temps de Genève et du FMI, surtout par rapport aux données qui montrent cette carte. Ici, on peut apprécier ou constater, en fait, quel était le principal problème des pays arabes, et tout principalement par le gouvernement qui était au pouvoir à cette époque-là, au 2010-2011. Ce sont des gouvernants qui se sont perpétués au pouvoir depuis pas mal de temps. Au pouvoir ici, Mohamed VI, qui était au pouvoir au Maroc depuis 1999, à Bouteflika depuis aussi la même année.
Et on parle ici de Kadhafi, bon, un des plus célèbres qui était au pouvoir, imaginez-vous, depuis 1969. Ici à Moubarak, en Égypte, depuis 1981 et 81, et Abdallah, ici en Arabie Saoudite, depuis 2005, et ici, par exemple, en Syrie, Bachar el-Assad, depuis l'année 2000. Ici, on peut voir ici que l'ensemble des pays arabes, ce sont des pays ce sont des monarchies aussi, des républiques. Le Maroc, il est tout à fait une monarchie constitutionnelle avec un parlement élu. L'Algérie, c'est une république. La Libye, c'est c'est une grande Jamaïria, que c'est bon, c'est une sorte de, je dirais que c'est un régime hybride, mais avec une caractéristique socialiste. Et par rapport ici en Égypte, on parle aussi de la République, Arabie Saoudite d'une monarchie absolue, et dans les régions république parlementaire. Donc, il existait bon, cette notion il existe une notion de démocratie, il existe aussi une notion de république, mais quand on voit que la plupart de la population de ces pays correspond à des populations jeunes, ça va produire un mélange un peu éclatant. Pourquoi je dis ça? Parce que la, la, la présence de l'élément jeunesse dans les manifestations est très importante. Est très, très importante parce que c'est la jeunesse que normalement mobilise, mobilise à la population. Et normalement, c'est la jeunesse qui est à l'avant-garde de ces mobilisations. Et aussi, il faut parler que la jeunesse, ce sont des étudiants qui sont en train de se former. Et donc, la pensée critique commence à, à faire une sorte d'effervescence. Et je ne peux pas éviter de penser à une cite de Salvador Allende, c'est l'ex-président chilien, qui disait que la- être, être jeune et ne pas être révolutionnaire, c'est une contradiction, même biologique. Je crois que, bon, il disait ça parce qu'il était un médecin. Donc, il avait beaucoup de connaissances de biologie. Et donc, il faisait cette métaphore euh, par rapport aux jeunes et le besoin qui a la jeunesse pour déclencher des mouvements qui met en question ou qui met en question, oui, tout à fait la réalité sociale de chacun d'eux. Bon, ici, on voit que, comme je vous disais, que la plupart de la population, ce sont c'est des jeunesses. Par exemple, ici, en blanc, dans cette barre, on voit que c'est la partie de la population qui a moins de 25 ans. C'est-à-dire au Maroc, il y a 47,7%, 0,7% des gens qui ont moins de 25 ans, c'est-à-dire presque la moitié. Ici en Algérie, 47,5%, en Tunisie, 42,1%, en Libye, 47,4%, ici en Égypte, 52,3%, en Palestine, 64,4%, au Liban, 42,7%, et en Syrie, 55,3%. Et vous verrez ici que bon, il existe, si ce n'est pas la majorité, au moins c'est une partie très importante des populations qui est des populations jeunes, qui ont moins de 25 ans. Une autre chose à considérer, c'est que bon, ce sont les revenus de la population par habitant. Donc ici, on voit que des pays qui, par exemple, comme les Émirats arabes unis, ils ont un revenu par habitant de 149 dollars par habitant. Donc ça, c'est une division générale, ça ne représente pas tout à fait la réalité, mais ça nous permet de constater que
ce ne sont pas tout à fait des pays pauvres. Donc, il existe des ressources, il existe d'une richesse moyenne qui nous permet de dire que nous ne sommes pas des pays pauvres. Donc, où se trouve le problème? Où se trouve le point d'inflexion qui, qui a déclenché cette mobilisation dans les pays arabes? Bon, le déclenchement du processus a commencé tout d'abord en Tunisie le 17 décembre en 2010. Et c'est à partir de ce mouvement qui, par cet esprit de solidarité avec la culture arabe, a commencé en effet des, des réciprocités ou d'empathie par rapport à la réalité des pays arabes. Donc, on voit que ça, comme je vous disais avant, ce n'est pas tout à fait d'une structure comme celle de l'Union soviétique où on peut parler d'un effet domino. Donc, ici, on parle d'un effet de, comme je vous disais, de réciprocité vers la culture arabe. Donc, tout de suite, après le 17 décembre 2010, le 21 janvier 2011, s'est produit un ensemble de manifestations en Égypte. Après le 27 janvier 2011, en Yémen, le 14 février 2011 en Bahreïn, le 15 février 2011 en Libye et le 15 mars 2011 ici dans le pays de la Syrie. Ce sont les mouvements les plus importants et aussi les plus violents. Quel était l'objectif? Provoquer la chute du régime en place. Et ça aboutit, sauf à la Syrie où il y a environ 500 000 personnes, ils sont morts à cause de ces mobilisations. Mais ces mobilisations ont devenu dans une guerre civile. La Syrie et le régime de Bachar al-Assad, il a le soutien de la Russie parce que on voit qu'il existait un passage vers la région des combustibles fossiles. Donc, la Syrie, c'est un territoire stratégique pour les intérêts géopolitiques de la Russie. Donc, la, la Russie a soutenu le régime de Bachar al-Assad et donc d'une démocratisation, la mise en place d'un régime plus pluraliste, démocratique et ouverte aux libertés civiles n'est pas tout à fait convenable pour les intérêts de la Russie. Et donc, ici, on voit que le soutien de la Russie dans le régime de Bachar al-Assad a été déterminant pour la perpétuation au pouvoir de ce personnage. Il y a un autre aussi que, bon, je crois que vous savez ça, qu'il existait d'une rivalité ethnique entre entre cette division de l'islam entre les ethnies chiites et aussi les ethnies sunnites, où les chiites représentent une minorité qui se trouve au pouvoir. Et donc, il existe une rivalité par rapport à cette manière de professer la religion et l'ensemble des croyances qui composent la religion musulmane. Et par contre, on voit que tout, à partir de cette manifestation qui a commencé en Tunisie, et on voit que tout le monde arabe était touché, mais pas de la même forme, pas avec le même degré au niveau des effets. Au Maroc, en Jordanie, au Koweït et aussi en Oman, sans avoir provoqué une révolution, il n'y a pas eu la chute de ces gouvernements, mais si il y a eu un ensemble de réformes sociales et aussi constitutionnelles qui ont permis de calmer la situation. Par contre, en Algérie, le Liban et en Irak, les récents risques, cinglants, c'est-à-dire que cette mobilisation, la population voyait qu'il existait des risques de mort et d'extrême violence
qui ont pu dissuader à la population d'un soulèvement. Donc, on peut dire que dans ces pays, l'Algérie, le Liban et l'Irak, il n'y a pas eu des mobilisations et bon, ça n'a rien changé. Alors, par rapport au printemps arabe, et à la fin de l'année 2010, on a vu que les pays arabes ont été le théâtre d'une concaténation de soulèvements qui se compare aux révolutions européennes du 19e siècle et que le printemps arabe serait le résultat d'une dégradation des conditions de vie et aussi d'une manière pas très, comment dire, euh, les effets qui a eu la crise économique de 2008 n'a pas été un élément déterminant pour le déclenchement de ces mobilisations. Pourquoi? Parce que la crise n'a pas fortement touché les pays arabes. Donc, on voit que ces pays étaient des économies moyennes, des économies ou des pays qui ne sont pas tout à fait pauvres, mais il y a on peut trouver beaucoup d'informations qui disent que la crise économique de 2008 a touché vraiment aux habitants de ces pays, mais ça, aujourd'hui, on est au 2020, la plupart des auteurs de la production qui analyse ce fait et conclure que la crise économique de 2008 n'a pas vraiment touché ou n'a pas été un élément déclenchant de ces mobilisations. Mais on voit aussi qu'il y a une réaction au ravage de l'économie libérale et ça, c'est un élément structurel aujourd'hui des économies du monde. On voit que la libéralisation et et la, la on voit que les logiques du marché touchent et tous les aspects de la vie. Et donc, les principes et la logique de l'économie libérale a été bon, un des éléments qui oui, en effet, a touché ou a déclenché ces mobilisations. Finalement, quels ont été les effets de ces mobilisations? On voit ici dans cette carte euh, où sont arrivés cet ensemble de manifestations et quels sont les pays qui ont réussi à obtenir des véritables changements au niveau des régimes politiques et quels sont les pays qui n'ont pas pu arriver à conformer de nouvelles états des choses ou de nouvelles, un nouveau régime politique. Par exemple, ici, bon, je vous laisse ici le lien. Je vous invite à faire un coup d'œil ici par rapport à cette carte, c'est une carte vous pouvez interagir avec elle. Donc, mais j'ai fait ici juste une image pour vous montrer. Et ici, on voit que la Tunisie, finalement, après ce processus de mobilisation, a réussi à mettre sur place une démocratisation du régime et ils sont arrivés à conformer une nouvelle constitution. Ici, en orange, on voit que les manifestations ont eu un ampleur et, et ils ont reversé le gouvernement avant de retourner à le statu quo, c'est-à-dire à l'état où s'est trouvé au début de ces manifestations. On voit aussi qu'il y a eu des guerres civiles, des partitions du territoire et montée de puissance de djihadisme, c'est-à-dire de cet islamisme extrémiste, ici en Libye, en Syrie, aussi en Yémen, et des mobilisations de moindre ampleur, donnant lieu à quelques réformes sociales au niveau et aussi constitutionnelles, autant au Maroc que l'Algérie, l'Irak, l'Arabie Saoudite, Oman et Bahreïn, et voilà. Donc, par exemple,
des événements importants à considérer, ce que le 17 décembre de 2010 en Tunisie, ce qui a vraiment touché la population arabe a été l'immolation d'un marchand de fruits d'un marchand de fruits et légumes qui s'est immolé dans ce moment pour une manière de faire une proteste contre le système. Ce monsieur a été arrêté par la police parce qu'il était un vendeur, un marchand ambulant. Et donc, bon, la situation était vraiment critique pour lui. Donc, il a pris cette décision pour s'immoler, pour, euh, pour faire la proteste contre le système tunisien. Et, bon, le 14 janvier, la famille de Ben Ali, le gouvernant de la Libye à cette époque-là, et, et se, ils se sont échappés du pays. En 2015, après toute cette mobilisation, s'est conformée une association des 4 organisations tunisiennes s'étant donné pour but d'organiser des négociations entre tous les partis politiques tunisiens pour assurer la transition du régime de l'Assemblée constituante, et qui s'est conformé en 2011. Et l'idée, c'était de conduire cette Assemblée constituante vers un régime démocratique permanent. Donc, et puis en 2013, le 25 juillet 2013, on voit que cette dialogue, la conformation de cette organisation a été d'une reconnaissance internationale, et cette organisation a reçu le prix, le prix Nobel de la paix en 2015. C'était pas en 2013, je me suis trompé. C'était en 2015 que cette organisation a reçu le prix Nobel de la paix. Donc, et quelles sont les caractéristiques de cette nouvel état, des choses? C'était bon, il y a plus de liberté d'expression, de droits de la presse. On voit qu'il y a des élections libres et qui font partie tout à fait d'une nouvelle constitution. Il y a aussi des réseaux islamiques très implantés, et il y a aussi de la multiplication. Bon, il y a aussi des problèmes d'une part de la population qui s'oppose à ce type de régime politique parce qu'ils ne sont pas tout à fait en accord avec le principe de, de la culture arabe. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on parle d'une démocratie, quand on parle d'un système constitutionnaliste, quand on parle d'un régime qui a beaucoup de libertés civiles, pour le monde arabe, ça va représenter tout à fait un régime des caractéristiques occidentales. Donc, cette occidentalisation du monde arabe va conformer une forte opposition d'une partie de la population qui ne sont pas tout à fait d'accord avec cette occidentalisation de la culture arabe. Bon, le printemps arabe, dans son contexte socio-économique, il y a eu des variables qui ont été altérées, comme par exemple, ou qui ont finalement conformé le déclenchement euh, de ce fait historique, on pourrait dire déjà. Bon, premièrement, c'est la montée des produits alimentaires de base. C'est-à-dire, on voit que la farine, le pain, principalement, il y a eu beaucoup de manifestations pour le coût ou la montée des prix, des coûts de cet aliment base, principalement du pain.
La crise financière de 2008, je vous disais avant que bon, elle relativement a touché le monde arabe. Donc, on ne peut pas dire tout à fait que c'était une des causes qui a permis le- qui a permis ce déclenchement de cette mobilisation. Il y a aussi, bon, il y a un ralentissement de la croissance, mais ça c'est relatif aussi. On voit que toujours que les pays, malgré qu'ils croient, ils, euh, un petit peu chaque année, ça ne représente pas une véritable cause parce que au-delà de la croissance, il existe un problème d'inégalité. D'inégalité au sein de chaque pays qui, à la fin, produisent de mécontents dans la population et qui finalement, ce n'est pas le problème, ce n'est pas la richesse des pays, c'est l'inégalité, l'accès ou une répartition, l'accès à la répartition équitable des ressources ou de la richesse du pays. Mais aussi, il y a un accroissement du chômage et plus particulièrement du chômage des gens formés, c'est-à-dire des gens qui ont étudié à l'université, qui ont des diplômes universitaires et qui ont des compétences euh, acquis lors d'une formation et que finalement, à la fin de sa filière, de sa formation, ils ne trouvent pas de boulot, un travail formel, et donc ils sont des chômeurs professionnels. Et que ça s'ajoute aussi à des inégalités sociales. Et aussi, il y a des raisons de longue durée. De longue durée, bon, un des effets, des raisons ou des causes de longue durée, c'était la perpétuation au régime, la perpétuation au pouvoir des personnalités qui se succèdent le pouvoir les uns les autres, mais il n'existait pas véritablement un processus d'élection de ces gouverneurs. Donc, et ça s'ajoute aussi à la faiblesse relative du secteur privé et aussi du secteur public, qui sont incapables d'absorber ces nouveaux entrants et, et sur le marché principalement de cette professionnels chômeurs, des gens qui ont des diplômes universitaires et qui ne peuvent pas accéder à des emplois. Bon, il existe aussi des contradictions macroéconomiques dans ce fait. Il y a des pays arabes qui ont été, comme je vous disais avant, qui ont été des pays qui ont été moins frappés et par la crise de 2008, la crise du subprime. Et, et comme je vous disais, s'il existe un ralentissement de la croissance de l'économie, et cette croissance n'a pas cessé de progresser depuis les années 2000, mais il existait une augmentation des prix du pétrole avec, de surtout ça, représente aussi quelque chose de convenable pour les économies du Moyen-Orient, où le pétrole est son principal produit d'exportation. Et pourtant, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, l'Oman et le Koweït ont dû faire face à de fortes contestations qui, si elles n'ont pas abouti à des changements du régime, ont eu un effet décisif pour la conduite des politiques économiques sociales. Et plus que les pauvres, on va pas parler des gens pauvres qui se mobilisent, ce sont des classes moyennes qui ont été la force motrice de ces soulèvements. Bon, je voudrais bien citer cette à, à Evergard Kiel, Laurence Louet, dans cette travail qui sont faits qui s'appelle Comprendre les sujets économiques et sociaux du soulèvement arabe, qui affirme que presque partout dans les pays arabes, l'autoritarisme s'est incarné dans un état social, qui a fait de la redistribution et
de l'équité l'une des sources principales de la légitimité du régime, que ce soit dans la République ou dans les monarchies. Mais ce pacte social, national et populiste a généré des normes et aussi des attentes économiques et sociales. C'est-à-dire c'est une expectative qui a été ancrée dans la population. Quand la population a une attente, une expectative d'un projet pays, la population va commencer à faire partie de ce pacte social, mais la population aura une expectative que dans une quantité de temps moyenne de la vie de la population, ils vont arriver dans un état meilleur que celui d'avant. Donc, quand cet état de bonheur ou de bien-être n'arrive jamais, donc ça c'est ça c'est une bombe qui se contient, et d'un moment à un autre, ça va éclater. Donc ça s'est passé dans beaucoup de pays. Après, je vais vous parler d'un exemple qui me touche plus particulièrement à moi comme Chilien. Mais pour l'instant, je continue ici. Donc, ces attentes, ces expectatives fondent à la fin d'une économie morale au sein de la société. Et ça conforme une mémoire collective de la justice économique qui a légitimité à la fin tous les soulèvements des pays arabes. Donc, plus particulièrement, durant les années 1990 et les années 2000, il y a eu des réformes économiques d'inspiration néoclassique dans les pays arabes et aussi néolibérales qui ont été mises en œuvre. Celles-ci ont profondément affaibli les mécanismes de la solidarité et ont déclenché des protestations sociales et politiques. Donc, on voit que cet ensemble de manifestations avait déjà on avait eu lieu avant de cet ensemble de manifestations du printemps arabe. Comme par exemple, on peut parler de ce mode du pain pour pour l'augmentation des prix des aliments bas, comme je vous disais, tout principalement le pain, et des grèves aussi dans les entreprises privatisées. On voit que c'est l'appareil public qui commence à se privatiser. Donc, il existe un retrait de l'État pour favoriser l'investissement étranger direct au domaine où l'État a une responsabilité directe. On peut parler au niveau des sécurités sociales, de santé, de logement, etc. Et la mobilisation des diplômés chômeurs, des professionnels universitaires qui n'ont pas réussi de trouver un emploi, et des manifestations aussi demandant des réformes politiques et même parfois des soulèvements à part entière. Et on peut voir ça en variant entre 1994 et 1999 et qui témoigne l'existence de nouvelles formes de mouvements sociaux, plus ou moins organisés qui ont notamment contribué à la construction de cette question sociale au cours du mouvement du 2011. Donc, on voit que le printemps, c'est une crise de l'État social autoritaire. Et on voit aussi qu'il existe une importance déterminante du rôle des forces armées. Parce que les forces armées ou les segments le plus soutenants ce sont des segments qui ont une autonomie relative et certains ont pu poursuivre ou soutenir leur intérêt des gardiens de la nation et de l'égalité
républicaine, c'est-à-dire que c'est le rôle qu'a les forces armées est déterminant parce que dans ce type de crise sociale, il existe une sorte d'obligation des forces armées de prendre une position. C'est-à-dire, ils vont défendre, ils vont défendre la légitimité des manifestations qui, normalement, dans un pays ou dans une république, la souveraineté de l'État repose sur le peuple, et donc, pour un mandat, euh, pour un mandat constitutionnel, il devrait défendre cette souveraineté de la République, ou ils vont défendre celle du régime, c'est-à-dire la personnalité qui se trouve au pouvoir. Donc, dans les pays où il y a eu du succès de ces mobilisations, les forces armées ont refusé de tirer contre la foule, et et c'était une expression de fraternité avec les manifestants. Et alors, au Yémen, par exemple, l'armée s'est divisée entre le garde prétorien, contrôlé par les membres de la famille du président Ali Abdallah, et d'autres segments qui, comme l'Égypte, se sont appuyés sur les secteurs de la protestation pour renverser en leur faveur le rapport de force factionnelle interne au régime. La seule exception est le Bahreïn, où, dans un contexte de polarisation confessionnelle entre ce que je disais avant, parce que c'est très important de comprendre d'une perspective constructiviste ce type de crise. Donc, dans un contexte de polarisation confessionnelle entre les sunnites et les chiites, le régime dominé par la minorité sunnite veille depuis longtemps à ne pas recruter le membre des forces de sécurité dans la population chiite, d'où sont issus la majorité de ces opposants. Donc, on voit que cette manifestation ou ces mobilisations vont au-delà du domaine politique, social et économique, et ça commence à devenir une crise ethnique et aussi religieuse et confessionnelle. Donc, cet auteur, Evera Kiel et Laurence Louet, ils s'affirment qu'en ce sens, il n'y a pas, à proprement parler d'un fondement de régime, mais des phénomènes qui s'apparentent plus à des coups d'État, des guerres civiles, des révolutions politiques, voire des pactes entre élites dont la priorité n'est pas la transformation sociale, mais la stabilité économique. L'analyse des programmes économiques et sociaux des nouveaux partis au pouvoir confirme la relativement faible capacité transformatrice du printemps arabe. Donc, derrière l'affirmation cosmétique de leur volonté d'œuvrer à la justice sociale, de lutter contre la pauvreté, se cache une grande similarité avec les politiques menées par les anciens régimes, comme les islamistes tunisiens et égyptiens apparaissent dirigés entre les intérêts de leur base sociale traditionnelle, la nécessité de se conformer aux requêtes des institutions financières internationales et l'apport des conséquences sociales des réformes économiques. Dès lors, ils s'engagent dans de nouvelles tentatives de trouver une synthèse entre des stratégies de développement et de protection sociale centrées sur l'État et d'autres centrées sur le marché et le secteur privé qui, au-delà de leurs prédécesseurs, caractérisent nombre de pays en développement. Donc, il y a un ouvrage très intéressant de ce monsieur Jean-Pierre Filiu
qui s'appelle La Révolution arabe, 10 leçons sur le soulèvement démocratique. Donc ici, bon, il a essayé de comprimer ces 10 idées qui, je les ai trouvées très bonnes pour vous partager. Donc ici, on peut faire mention de ces 10 idées. Où la première, c'est que, bon, que les Arabes ne sont pas une exception. On voit qu'il affirme qu'il existait d'une d'une logique naturelle une notion des fois naturelle, oui, je veux dire naturelle, parce que on voit que la logique naturelle des régimes des pays arabes, c'est celle des pays autoritaires, où il existe une personnalité charismatique qui prend le pouvoir et qui se perpétue dans le gouvernement dans une quantité assez considérable de temps. Donc, cette idée de démocratisation qui appartient normalement aux pays d'Occident, on voit que les Arabes ne sont pas une exception. Ils sont aussi intéressés pour la démocratisation et l'ouverture aux libertés civiles et à la participation de la population dans la vie politique. Et une autre chose, c'est que les musulmans, ils sont aussi, ils sont bien une autre chose. C'est-à-dire que être musulman, ce ne signifie pas appartenir à une seule ligne de pensée. C'est-à-dire que les musulmans, ils sont au pouvoir, c'est un pluralisme dans tous les types des gens qui appartiennent à cette confession, et qu'il existe des musulmans qui sont plutôt conservateurs, qui sont plutôt d'une pensée plus traditionnelle, mais il existe aussi des musulmans qui sont un peu plus évolués dans leur pensée, et que finalement cette notion de musulman qui a été construite ou que nous pourrions obtenir à partir de ce qu'on sait ou à partir de nos perceptions, on voit que aujourd'hui et à partir de ce fait du printemps arabe, on voit qu'il s'agit d'une multidimension par rapport à ce type de confession religieuse. Une autre chose importante de ce fait, c'est que la jeunesse est en première ligne. Et il existe une transition générationnelle où la jeunesse prend le drapeau de la démocratie. C'est une jeunesse formée, c'est-à-dire des gens qui s'est formés à l'université, donc on parle des gens cultivés, mais aussi d'une gens informée. Et cette information, cet accès à cette information est obtenu grâce aujourd'hui aux technologies de l'information et de la communication, que c'est très, très important au moment de parler du printemps arabe, de la même manière qu'on parlait de l'existence du train et du télégraphe dans le printemps du peuple à la moitié du 19e siècle. Mais, en tout cas, les réseaux sociaux, selon cet auteur, n'étaient pas déterminants. Les réseaux sociaux ne font pas le printemps. Et parce que finalement, le leader qui sont sortis de ce mouvement, ne c'était pas des leaders des réseaux sociaux. C'était des leaders qui en étaient à la rue. Et on était dans la ville euh, où, euh, où étaient les mobilisations elles-mêmes. Et l'information qui circulait ou la manière dans laquelle ces mobilisations s'organisaient, c'était le système des bouche à oreille. Donc, n'était pas à ce moment-là le, le principal système de communication ou d'organisation qui existait pour, euh, euh, pour conformer ou mettre en œuvre les différents ensembles de manifestations dans les pays arabes.
Mais ça peut être contesté par rapport à l'autre exemple que je vais vous donner après, des manifestations juives. Mais une autre caractéristique de ce type de manifestation, c'est qu'il n'existait pas une hiérarchie définie. Il n'est pas de leader. Donc, s'il n'y a pas de leader, donc si la police ou le gouvernement arrête un personnage ou un leader, un supposé leader, ça ne va pas arrêter la mobilisation. Parce que comme il n'y a pas de chef, donc ils ne pourront pas arrêter la mobilisation. Parce qu'il n'existait pas une tête qui coordonne ou qui commande la foule tout entière. Donc, il affirme aussi que la seule alternative, comme 6e point, la seule alternative à la démocratie, c'est le chaos. C'est le chaos parce que dans la plupart des régimes arabes, il existait une sorte de paternalisme de la part des gouvernants. Il affirmait, selon cet auteur, qu'il disait l'affirmation de ce moi ou les causes. C'est-à-dire que c'est l'unique option ou l'unique choix qui avait la population des pays arabes, c'était d'accepter de manière presque perpétuelle le commandement la présence au pouvoir de ces personnalités dans ces pays. Les islamistes, comme 7e point, les islamistes sont le pied du monde. Oui, tout à fait. On peut parler du cas du Rached Ghannouchi, du parti Ennahda, qui, bon, c'est un parti plutôt traditionnel, conservateur, qui se sont confrontés dans un clivage religieux révolutionnaire. Donc, sa position religieuse a dû évoluer pour se maintenir valable et obtenir la légitimité des personnes qui suivent ou qui soutiennent ce parti. Et donc, ils commencent à se confronter dans un clivage entre entre sa profession et aussi les mouvements révolutionnaires, même démocratiques. Donc, ce clivage a permis de conformer une sorte d'évolution dans la forme dans laquelle les partis politiques proposent sa position politique et face au changement et aux demandes sociales. Et bon, les djihadistes, comme 8e point, c'est l'alternative aux dictateurs. Donc, on voit que les djihadistes, que ce sont des organisations, ce sont des acteurs non étatiques qui essayent de faire de la pression dans le gouvernement pour les obliger à prendre des mesures plus orthodoxes par rapport à la religion musulmane. Et ils sont la révolte sociale, la population a été vraiment une alternative et qui a fait a géré une instabilité plus forte que celle qui produisait cette organisation djihadiste. Donc, la révolte a été tout à fait une force majeure pour confronter au régime arabe. Une autre chose importante, très très importante, c'est la solidarité avec le peuple palestinien, qui est au cœur de la population arabe, et sa lutte est la lutte de toute la culture arabe. Donc, on voit que le drapeau palestinien et aussi cette écharpe, que je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, c'était tout à fait une revendication dans la plupart des manifestations. Donc,
malgré que ça soit en Égypte, en Algérie, en Libye, en Tunisie, il existait toujours la solidarité avec le peuple arabe qui se trouve au cœur au cœur des manifestations, et ça représente un élément de revendication de sa lutte contre l'État israélien. Et que bon, ça c'est un problème international qui est issu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, surtout avec un accord secret qui existait entre les puissances de cette époque-là, plus particulièrement la France, et aussi le Royaume-Uni, qui ont fait une promesse pour la conformation d'un État en Israël comme une compensation du génocide qui s'est produit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, il y a aussi une violation aux droits de cette population qui c'est historique, et que bon, cette notion de justice pour la Palestine se trouve toujours dans l'inconscient collectif de la population arabe. Et bon, et cette renaissance, comme je vous disais avant, ça ne fait pas partie d'un effet domino. Parce que, comme je vous disais avant, il n'existait pas un bloc, mais il existait aussi d'une sorte de nationalisme et un dialecte standard. C'est-à-dire que, bon, dans ce type de mobilisation, il existait une revendication du nationalisme égyptien, libanais, tunisien, qui faisait un appel à la fierté d'appartenir à un pays. C'est-à-dire qu'il faut être fier toujours d'être égyptien, il faut être fier d'être tunisien, et que cet nationalisme cet nationalisme nourrissait les mobilisations. Et donc on voit que les drapeaux qui faisaient partie de cette manifestation étaient toujours celles qui appartenaient à chaque pays. Donc on voit que le but, c'est de conformer un nouveau pacte social pour chaque pays, un nouveau pacte ou un projet pour le pays, mais avec plus de justice sociale, et que cette justice sociale était garantie au corps de chaque constitution. Mais aussi, il existait bon, un dialecte standard. Il y a un dialecte standard qui s'est conformé à la moitié du 19e siècle qui s'appelait Al-Nakhda. Et c'était bon, une forme de conformer bon, un dialecte commun pour établir des liens culturels et linguistiques parmi les pays arabes, et que ce type d'initiative de conformer un dialecte standard entre les pays arabes permet de conformer d'une connexion, un lien culturel entre tous ces pays. Donc, ça permet de conformer un panarabisme, c'est-à-dire d'une solidarité entre toutes les cultures arabes du monde. On peut parler aussi de mouvements connexes. Et je voudrais vous parler tout d'abord, par exemple, de mouvements en Amérique latine. Et, en Amérique latine, bon, pendant les dernières années, il y a eu pas mal de mobilisations qui se sont produites peut-être par les mêmes raisons que dans les mobilisations des pays arabes. Ce n'est pas le même contexte, c'est vrai que ce n'est pas la même situation sociopolitique,
Mais on peut trouver de liens, on peut trouver qu'il existe des mêmes causes qui euh, puissent éventuellement produire les mêmes effets. Comme par exemple, on parle des mesures néolibérales qui, qui soulignent ou qui, en fait, qui établissent des mesures, des réformes qui ont des effets directs dans la vie de la population. Et surtout au domaine de la vie, en beaucoup de domaines de la vie, comme la santé, le logement, l'emploi, euh, et qui met en risque ou qui ont des effets directement négatifs dans la population les plus pauvres. Euh, Par exemple, en Équateur, en 2019, le président Lenín Moreno a impulsé des mesures d'augmentation des prix des combustibles. Et ça a été aussi a été la goutte qui a débordé le vase en 2019 et qui a conformé une des mobilisations les plus violentes dans ce pays et où la population indigène a été la protagoniste. Et ça conforte. Cette mobilisation, pareillement que dans le printemps arabe, a produit le factionnement des forces armées où une partie de cette force se sont, ont soutenu l'ensemble des manifestations parce qu'on on voit qu'il existait une réflexion, il existait une, une crise, euh, une crise politique au niveau de cette institution qui se demande ou qui essaie de se poser la question de comment on va permettre tellement on va permettre des injustices ou des inégalités au sein de la population sans rien faire. Donc, on voit que la force armée se trouve dans une position, se trouve dans une position où ils doivent prendre une décision. Une décision. Et cette décision pourrait éventuellement conformer des factions qui vont diviser cette force et ça pourrait se transformer à la fin dans une guerre civile. Mais heureusement, ça ne s'est pas produit et finalement, cette mobilisation se sont arrêtées et finalement, le président Lenín Moreno, il a dû arrêter tout cet ensemble de mesures sur l'haussement du prix des combustibles. Dans le Chili, bon, euh, à partir du 18 octobre 2019, il y a eu un ensemble de manifestations qui continuaient jusqu'à quelques semaines ici de mars. Et que finalement, ces manifestations se sont arrêtées à cause du problème du coronavirus qui a obligé à la population à se confiner. Mais si cette problématique n'existerait pas, je crois que cet ensemble de manifestations continuerait jusqu'à aujourd'hui. Et que, bon, il y a certains éléments à considérer qui nous permettent de penser dans un printemps, parce que dans un printemps, c'est-à-dire un mouvement révolutionnaire qui essaie de changer la donne de ces pays ou des régimes politiques qui ont aussi un caractère autoritaire. Pourquoi? Parce que les régimes politiques qui, qui sont situés dans ce type de pays, ce sont des régimes qui sont issus d'un ensemble de dictatures qui ont eu lieu à la deuxième moitié du XXe siècle, plus particulièrement entre les années 70 et 90. Donc, pendant ces régimes, euh, lors de ces régimes, euh, ils sont mis en œuvre
des constitutions qui favorisent des régimes économiques néolibéraux et qui ont privatisé ou démantelé tout l'appareil de l'État. Donc, la population doivent, euh, doivent se débrouiller, doivent se débrouiller doit se débrouiller face à dans un marché de la vie. C'est-à-dire que pour accéder à la santé, au boulot, la précarisation de l'emploi, euh, le marché de la santé, le marché du logement, le marché de l'éducation, ça conforme une effervescence sociale qui a éclaté finalement le 18 octobre à cause des losses du prix du ticket de métro. Savez-vous combien? Pour 5 centimes d'euros. 5 centimes d'euros. C'est ça qui a provoqué cette manifestation au Chili. Bon, il existait aussi, grâce aux technologies de l'information et la communication, et on peut établir des liens entre la population qui accède à informations plus précises par rapport aux mobilisations qui ont été vues, qui ont eu lieu à Hong Kong, et aussi au Liban, et aussi au Chili, et aussi au Équateur. Donc, on voit qu'il existe vraiment cet élément autoritaire qui provoque cette idée de mobilisation. Et aussi, il y a aussi une réclamation face à la promesse faite à la fin, ou cette promesse de bonheur pour la population qui n'arrive jamais. Ici au Chili, il y a eu une promesse de bonheur à la fin de la dictature de Pinochet, et que la transition démocratique allait tarder un peu du temps, mais le slogan de cette manifestation, c'était que la population a attendu 30 ans, 30 ans, 30 ans pour accéder au bonheur, et ce bonheur n'est jamais arrivé. Donc, cette promesse a conformé une sorte d'une attente qui la population ne peut plus, n'est plus en disposition de continuer, euh, à supporter. Et, aussi, on parle des pays qui ne sont pas pauvres. On parle des pays qui en eux, grâce à la libéralisation de l'économie, ont eu beaucoup de succès. Mais ce succès n'est pas arrivé à la population tout entière. Donc, ce sont des pays qui ne sont pas pauvres, ce sont des pays qui ont une richesse moyenne, hein. Ce ne sont pas tout à fait des pays développés, ce sont des pays en voie de développement, mais ils ne sont pas non plus des pays pauvres. Donc, il existe vraiment un produit interne brut qui est assez considérable, par exemple dans le cas du Chilien, que je connais très bien. Il existe un produit interne divisé par habitant de 24 000 $ par habitant. Mais ça ne représente pas la réalité. Il existe une différence ou une distance entre la partie la plus pauvre et la partie la plus riche, une différence de 17 fois. Par exemple, si une personne gagne 1000, une personne la plus pauvre gagne 1000, la plus riche va gagner 17 000. C'est-à-dire qu'il existe une différence de 17 fois d'une proportion de 17, comment dire ça, il existait une différence de 1 sur 17 fois la manière dans laquelle se distribuent les ressources et la richesse de la nation. Une autre chose, par exemple, si vous regardez ici, il existe aussi une revendication nationaliste, c'est-à-dire que ce type de manifestation se font pour le pays, pour conformer un nouveau pacte social pour le pays. Donc, le drapeau
de la nation sont toujours présentes dans dans les manifestations. Mais on voit aussi qu'il y a d'autres drapeaux qui sont les drapeaux du peuple indigène mapuche. Donc, de la même manière dans laquelle les mobilisations euh, du printemps arabe solidarisent avec la cause palestinienne, les mobilisations ici dans le Chili, ils solidarisent avec le peuple indigène et mapuche qui a été persécuté depuis, depuis l'essor de l'État chilien au XIXe siècle, a été persécuté pour l'État chilien, pour bousculer, pour faire bousculer cette nation et prendre tous les territoires qui appartiennent à ce peuple euh, par droit, pour un droit historique, parce qu'ils ont été toujours présents dans ce territoire du sud du Chili, au sud de l'Argentine, avant de la conformation de l'État chilien. Donc, c'est le même problème qui se passe en Palestine. C'est la réduction d'une nation, d'une population qui a été toujours présente dans ce territoire. Donc, la revendication de ce peuple a été toujours présente et est toujours, ça fait partie de l'identité de la population chilienne, de la même manière que le peuple palestinien fait partie de l'identité de la culture arabe. Donc, on trouve des éléments qui sont très, très, très semblables. Et une autre chose, c'est la demande du changement de la Constitution de 1980. C'était une Constitution qui a été conçue dans un régime autoritaire, dictatorial. Et donc, la demande, c'est de concevoir une nouvelle Constitution dans un régime démocratique avec la participation de tous les acteurs sociaux. Et aussi, il y a un lien entre la lutte de Hong Kong et le Chilien parce que la manière dans laquelle la population s'organisait pour faire face à la confrontation entre les forces armées, la police et les manifestants, il y a un lien de la manière comment il faut faire la lutte. Donc les gens commencent à s'instruire de comment faire face aux bombes lacrymogènes, de comment s'organiser, comment il faut utiliser les réseaux sociaux pour le bénéfice des manifestants. Donc, on voit qu'il y a des apprentissages au niveau international entre, au niveau international de la population. Donc, on voit que cette notion d'une d'une société civile internationale est de plus en plus véritable. Et une autre chose, de la même manière que dans le printemps arabe, il y a eu un protagonisme des femmes. Dans la mobilisation du Chili, bon, il y a eu une autre mobilisation ou une intervention du mouvement féministe et, créé par une organisation officieuse qui s'appelle la Stésis et que je vous invite à regarder cette vidéo parce que cette manifestation, cette intervention sociale qui s'appelait El violador eres tú ou le violeur c'est toi, c'était une intervention sociale qui s'est faite juste dans cet ensemble de manifestations ou de mobilisations au Chili et qui ont, eux, un effet international. Et je vous invite à regarder dans cette vidéo que j'ai mis ici pour vous et que je vais essayer de mettre. Ça, c'était en France, au Mexique, au Belgique, en Espagne, Argentine, au Chili encore,
Donc, euh, finalement, avec cette, euh, cette vidéo que je viens de vous montrer, et ça représente vraiment une claire hybridation des manifestations sociales euh, qui sont simulées aussi grâce aux technologies de l'information et de la communication, si bien dans le canton arabe, ça ne représentait pas un élément décisif pour le développement des mobilisations arabes. Euh, Ça représente toujours un moyen de communication, une manière d'accéder à différentes manières comme la société civile internationale se manifeste aujourd'hui contre leur gouvernement, on voit aussi que dans tout l'ensemble du gouvernement, ils essayent aussi de homogénéiser le système, de conformer des politiques libérales et de stimuler le développement du capitalisme et aussi de mettre sur place des régimes démocratiques de caractère libéral. Donc, il existe des éléments communs qui se développent entre les différents types de manifestations au monde. Donc, le printemps arabe, ça va toujours représenter un élément de, de un exemple, un vrai exemple de comment une mobilisation nationale puisse éventuellement déclencher dans euh, une mobilisation au niveau international. On voit cet exemple de la Stésis, qui c'était juste une intervention au niveau, dans le contexte des mobilisations chiliennes pour accéder à une nouvelle constitution, de la même manière que ça s'est passé dans la Tunisie. Mais cette manifestation qui est 100% féministe ajoute un élément à la mobilisation et qui élargissent les différents types d'acteurs qui participent dans cette type de mobilisation. Et donc, ça représente un élément super intéressant à analyser et qu'on voit que la société civile, dans toutes les dimensions qu'il existe, ou dans tous les éventails de positions politiques, culturelles et revendicatives de différentes causes, conformes d'une hybridation de mouvements sociaux qui est dans une échelle internationale. Donc, et pour aller plus loin pour ce qui se passe dans le monde, et surtout dans l'Amérique latine, je vais vous laisser, je vous ai déjà laissé ce dossier de l'Amérique latine, l'année politique 2019, qui, bon, ça nous permet d'obtenir une base de ce qui se passe dans ce continent au niveau régional par rapport aux différents pays où il existe des crises politiques ou de mouvements, de mobilisations sociales. Et ici, je vais vous laisser ici vous pouvez faire le clic parce que l'hyperlien est déjà mis sur cette diapositive. Et, le Chili, les limites de l'ultralibéralisme. Parce que le Chili, c'est le meilleur exemple de néolibéralisme orthodoxe. Tout est contrôlé et dominé pour le marché. Et donc, ça, c'est quelque chose de super intéressant à analyser pour comprendre quel est le rôle de l'État dans les sociétés. Par exemple, aujourd'hui, grâce à cette crise du coronavirus, on voit quel a été le rôle de l'État. Et on voit quelle est l'importance de l'État-providence dans les sociétés. C'est-à-dire, comment les pays se sont vus limités pour réagir à cette crise parce qu'il existe un retrait de l'État. Un retrait de l'État et aujourd'hui, cette retrait de l'État a été dévoilé par cette crise et on voit qu'il y a des États qui n'ont pas une capacité effective pour réagir ou pour faire face à cette crise, comme ça se passe en Équateur, où les systèmes médicaux sont complètement dépassés. Sont complètement dépassés, même il n'y a pas tellement de désinfectés. Donc, c'est quelque chose de super intéressant à observer. Et bon, elle est un peu regrettable. Bon,
c'est vraiment dommage de voir que comme les gens, oui, comme les gens slaves se trouvent dans une situation d'impuissance qui ne peut rien faire parce que toutes les actions qu'ils puissent faire, c'est de se débrouiller comme ils peuvent. Donc, ça, c'est quelque chose bon, qu'on verra comment ça se passe dans les semaines prochaines et que sûrement, bon, on verra que le système ou la manière de laquelle cette, euh, cette logique libérale de la planète va commencer à entrer dans une crise structurelle. Bon, et avec cette petit commentaire, je vous laisse et j'espère que tout va bien chez vous. Et je suis toujours bon, en disposition à répondre à vos questions. OK? Bon, je vous laisse un grand merci. Je vous remercie bien de votre participation et je vous souhaite une très bonne continuation. Au revoir.